On va pouvoir démarrer tous les quatre sur cette nouvelle thématique très intéressante qui va reprendre un petit peu ce qu'on a vu à l'instant avec Julien. Bien joué à toi d'ailleurs pour cette petite présentation, j'en ai appris encore plus que la dernière fois. On va discuter cette fois des applications décentralisées. Est-ce qu'elles sont possibles sur Bitcoin? A priori oui, parce que personne n'en parle. Donc là, on a déjà pris une position a priori dans la question. Avec Sosten, Marc et Laurent. Marc, je te laisse peut-être te présenter dans un premier temps. Alors, est-ce que ce micro fonctionne? Apparemment, oui. Apparemment, oui. Et je suis Marc Zeller, je travaille sur le protocole AV, donc c'est de la finance décentralisée, et on est l'un des plus gros protocoles Bitcoin. Et ça va commencer un peu les débats, puisque nous sommes sur Ethereum, mais environ 2% des Bitcoins tokenisés sont sur AV. Et du coup, il y a plus de représentation de Bitcoin sur AV que sur toutes les solutions qui ont été présentées jusqu'à aujourd'hui, hein, Lightning Network, Liquid, etc. Et l'état de fait, c'est est-ce que ça nous convient sous sa forme actuelle? Quelle est cette forme de Bitcoin? Et aussi, comment on peut faire mieux? Comment on peut faire peut-être plus décentralisé? Quels sont les points d'accroche là-dessus? Et je pense que c'est un débat qui est intéressant. Mais pour répondre à la question dès le début, ça commence toujours bien une table ronde. Marc. Les applications décentralisées existent sur Bitcoin, mais quel est l'usage? Quelle est la communauté, etc. C'est ce qu'on va essayer de voir. Tu t'es mis loin de moi, je ne vais pas pouvoir te choper le micro parce que je sens que sinon on ne va pas s'en sortir. C'était très stratégique de ma part. Laurent. Bonjour à tous, moi je m'appelle Laurent Westman et je suis un des deux fondateurs de Nodle. Donc Nodle fabrique, si vous avez suivi la présentation d'Yorick tout à l'heure, la petite boîte noire qu'il y avait, c'est un full node, donc un ordinateur pour se connecter au protocole Bitcoin et interagir avec. On fabrique ça, on en vend, on propose la même chose de façon hébergée si vous ne voulez pas installer des machines chez vous. Et on fabrique de l'infrastructure pour Bitcoin et Lightning et peut-être des apps décentralisées, on verra. Merci. Sosten. Bon, moi, ça va être assez simple. Tout est marqué dessus. Je suis développeur indépendant et je travaille principalement sur Bitcoin. Et aussi, je pense que la raison, j'étais assez surpris qu'on me demande de parler sur ce panel, parce qu'a priori, les apps décentralisées, ce n'est pas vraiment mon rayon, mais je pense que les organisateurs ont pensé à moi parce que j'ai travaillé pas mal avec des choses dont Julien vient de parler à l'instant, donc Liquid Elements. Et je commence à m'échauffer un peu sur RGB, qui est complètement dans le sujet pour le coup. Et Julien venait d'en parler justement, donc je pense que vous avez un peu les tenants et les aboutissants sur ces thématiques-là. La première question qu'on peut se poser, avant de savoir si c'est possible sur Bitcoin, même si Marc a commencé à répondre, c'est qu'est-ce que c'est une application décentralisée? Tu peux peut-être démarrer sur ta définition, parce que je pense qu'elle est différente en fonction des protocoles et des personnes ici. Également, je tiens à remercier Julien sur sa présentation, puisque sa définition des smart contracts, je l'ai trouvée assez brillante. Cette idée d'avoir du code dont l'exécution ne se repose pas sur la violence et la coercition. Et pour moi, c'est une définition assez centrale d'une application décentralisée, c'est qu'il n'y a pas d'autorité centrale, d'acteur unique qui aurait le pouvoir de modifier les règles du jeu d'une relation entre différents acteurs en vue de faire quelque chose. Et donc, dans la finance décentralisée, sur un protocole comme AV par exemple, moi je fais partie de l'équipe d'AV. Il n'y a pas de bouton quelque part, même si on me donne beaucoup d'argent ou si, au contraire, on décide de me taper dessus pendant longtemps. Et il n'y a pas possibilité pour moi d'accéder au fond des utilisateurs, puisque l'application est décentralisée. Laurent, est-ce que tu partages la même définition de ces applications décentralisées? Oui, alors je pense que c'est vachement long en fait d'expliquer tout ça. Derrière la volonté de créer des applications décentralisées, ou derrière Bitcoin, ou derrière Internet, etc., il y a toujours eu beaucoup de valeurs, beaucoup de volonté de donner un maximum de liberté aux gens et de se protéger de certaines choses avec lesquelles on n'était pas d'accord. Ce qui est marrant pour Internet, c'était en pleine période de guerre froide. Les Américains étaient terrorisés de se faire bombarder par les Russes. Et ils se disaient, notre système de communication est centralisé. Si certains points spécifiques se font targeter, on est dans la merde. Bon. Et donc, il y a cette volonté pour les utilisateurs
aujourd'hui Bitcoin, de se dire je ne veux pas me faire censurer, je veux pouvoir agir librement, de façon privée, etc. Et toutes ces volontés doivent se retrouver derrière ce qu'est une app décentralisée, parce qu'elle doit, par sa conception, permettre un usage le plus libre possible. C'est souvent ça qu'il y a derrière. Et alors justement, Sosten, toi qui es plus du côté code, de l'autre côté du miroir, comment on code justement, comment on fait, Marc, tu pourras aussi interagir parce que tu t'occupes de l'intégration sur AAV justement de ce genre de mise à jour et de ce genre de choses. Comment on fait pour que quelque chose soit décentralisé sur le web et qu'un protocole, une application soit décentralisée? Alors, vaste question sur, en tout cas, si on parle sur Bitcoin, à proprement parler, parce que là, c'est le sujet. C'est vrai que c'est pas. Alors, j'allais dire, c'est pas évident. En fait, voilà, c'est assez compliqué. Moi, je suis assez gêné par le terme d'app décentralisé. Après, je suis plutôt d'accord avec là ce que vient de dire Laurent en particulier sur. Alors, ce qu'on a dit sur le fait que c'est décentralisé, donc il n'y a pas de single point of failure, on ne peut pas contraindre des gens, voilà, il n'y a pas de kill switch, etc. Mais je pense que c'est plus important encore de voir les choses du côté de l'utilisateur. Donc effectivement, il faut que l'utilisateur ait le contrôle le plus total possible, la liberté la plus totale possible. Dans le cadre de Bitcoin, Bitcoin est censé accomplir ça. Effectivement, c'est pour ça tout ce qu'on dit, il faut run son full node, il faut avoir ses clés. Si vous n'avez pas vos clés, c'est pas vos Bitcoins, etc. Tout ça va dans cette direction. Donc si on définit les apps décentralisées comme ça devrait être possible sur Bitcoin. Après, techniquement, c'est pas évident pour une raison qui est à la fois simple et pas évidente à expliquer en 2 mots, c'est que Bitcoin n'est pas vraiment conçu pour faire tourner des apps décentralisées, contrairement à, par exemple, Ethereum, qui a été conçu comme ça dès le départ. Et on peut faire ça, mais avec une approche un peu différente, où en fait, on utilise Bitcoin comme plus un réseau qui permet d'ancrer de la data, d'ancrer ce qu'on appelle des empreintes cryptographiques. Alors des commitments, bon, c'est un terme un peu barbare, en français on peut le traduire par mise en gage, c'est-à-dire que vous ancrez dans la blockchain de Bitcoin qui est censée être immuable, vous ne pouvez pas réécrire les blocs, vous ne pouvez pas réécrire des transactions, vous ne pouvez pas faire 2 transactions qui dépensent la même somme, etc. Donc je pense que tout le monde commence à comprendre ça, et vous allez utiliser ces propriétés pour juste figer en fait des empreintes qui ne permettent pas de retrouver les datas d'origine, mais qui permettent de vérifier que ces datas n'ont pas été modifiées, qu'elles existaient bien à un moment précis. Et la logique en fait pour coder, donc voilà, si c'est ça le sens de la question, si on veut faire des apps décentralisées, on va utiliser cette propriété de souveraineté et de liberté qui est propre à Bitcoin Layer 1 pour essayer d'accrocher des apps par-dessus. Mais c'est pas trivial à faire. Et on en parlait tout à l'heure, Laurent, juste avant de monter sur scène. Ici, Marc, pour Ethereum, effectivement, AAV est l'un des protocoles, des applications décentralisées les plus connues. Tu me disais, pour toi, sur Bitcoin, c'est Bitcoin. Oui, il y a application programme informatique, et puis il y a aussi l'application qu'on fait de quelque chose. C'est-à-dire que moi, Bitcoin, en soi, l'application que j'en fais, c'est que c'est une monnaie que j'utilise de façon plus libre que l'euro, et plus privée. Et ça, Bitcoin me le permet. Et c'est la première application finalement. Et quand on parle de DeFi, la finance décentralisée, la première application, c'est que pour une fois, on a une monnaie qui est bien supérieure à tout ce qu'on avait jusqu'à présent. Et c'est la première application, et c'est pour ça qu'il y a peut-être autant de monde là, c'est qu'on a un truc formidable qu'on n'a jamais eu avant, quoi. Et moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et il y a une vraie synergie. Il ne faut pas oublier que la DeFi, la finance décentralisée, a été pensée comme le meilleur allié des holders. C'est-à-dire que si je possède du Bitcoin, et c'est mon cas, je n'ai pas envie de les échanger, ces Bitcoins, contre des biens et des services. Puisque sur les 13 dernières années, j'ai eu 11 chances sur 13, et même quand ce n'était pas le cas, il ne fallait pas avoir de chance, que la croissance de la valeur de mes Bitcoins surpasse un taux d'intérêt que je payerais si j'utilisais mes Bitcoins en collatéral pour emprunter des devises qui sont liées à des monnaies fiduciaires. Et vraiment, la finance décentralisée a été pensée pour faciliter le fait de holder, en utilisant ces Bitcoins comme collatéral et en empruntant de la monnaie qui a vocation à être dépensée, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire
tels que les euros ou les dollars dans la plupart des cas. Et il y a cette synergie qui n'est pas très présente ou peut-être pas très comprise, ou en tout cas pas encore très diffusée dans la communauté Bitcoin, même si quand on regarde les chiffres et l'usage, comme j'ai dit, il y a à peu près 2% du supply de Bitcoin qui est déjà dans la DeFi. Il y a une synergie qui a vocation à... Il y a un but commun. Dépenser ces Bitcoins, pour moi, c'est aberrant, puisque je considère que mes Bitcoins appartiennent à mes petits-enfants. Oui, pour l'instant. Après, dans 50 ans, 100 ans, etc., on verra. Mais c'est vrai, pour le moment, on les garde, quoi. Alors, si on en a. Sauf, juste pour modérer ça, sauf si c'est pour acheter sa liberté ou se mettre à l'abri, là, ça peut faire sens de dépenser ses bitcoins, dès aujourd'hui, je veux dire. Certes, mais partons du principe, et c'est une donnée qui est tangible. Il y a une donnée de marché qui nous prouve ça, que sur les 13 dernières années, il y a eu 11 années qui sont rentrées là-dessus. Et si on a un horizon d'investisseurs, c'est-à-dire un peu plus long, ça devient très compliqué de s'être raté sur Bitcoin. Est-ce que ça durera toujours? Je ne suis pas là pour vous faire un conseil en investissement. On est entre adultes sur ces questions, bien sûr. Vous faites vos propres recherches. Mais par définition, il me semble que Bitcoin, comme véhicule et réserve de valeur, battra au long terme toujours un taux d'intérêt. Donc, pour moi, il n'y a aucune situation qui justifierait, sauf un besoin urgent, etc., pour acheter sa liberté, etc., de dépenser ses bitcoins. Donc, pour moi, la finance décentralisée, elle est dans la continuité de cette philosophie de holder. Après, tu as des services qui se mettent en place de rémunération pour des gens qui détiennent des bitcoins qui ne veulent pas s'en séparer, qui commencent à se créer. Donc, il y en a qui arrivent à savoir si c'est centralisé ou pas et à quel degré c'est centralisé, parce que souvent, finalement, ce qui est centralisé l'est dans certaines mesures. Tu as des plateformes d'échange qui sont avec un order book centralisé, puis finalement, après, tu as beaucoup de pair à pair entre les traders. Moi, je pense que tu as des choses qui sont possibles quand même. L'une des visions principales sur Bitcoin et ce qu'on a appelé les altcoins, etc., après ça dépend des sensibilités de chacun, c'est cet aspect de laboratoire. Et je pense que Ethereum a pris une place, mais on est là pour parler de Bitcoin et on est sur une conférence Bitcoin, c'est à titre d'exemple, a pris une place qui avait été laissée vacante, puisque aujourd'hui, ce qui se passe sur la finance décentralisée sur Ethereum est permise et une alternative à des solutions qui existent aussi, mais de manière parfaitement centralisée. Moi, à titre personnel, je ne suis pas en train de dire qu'Ethereum est parfait, mais je préfère avoir mes fonds sur un smart contract décentralisé sur cette blockchain-là que chez BlockFi, par exemple, ou Nexo, qui sont des acteurs parfaitement centralisés où il y a une question de confiance qui est centrale. Mais si on regarde vers l'avenir, si on regarde vers les solutions qui sont intrinsèquement Bitcoin et les layers de Bitcoin, j'espère qu'un jour, on pourra faire de la DeFi à la taille qu'on a aujourd'hui sur des altcoins, sur des choses qui sont intrinsèquement et nativement Bitcoin. Il y a Hodl là, qui a lancé son service Lend, qui propose des choses donc, sur Bitcoin et qui leverage Liquid pour permettre aux détenteurs de Bitcoin finalement de conserver leur Bitcoin, mais d'être rémunérés en utilisant finalement une plateforme qui juste met en relation les gens, mais qui en soi est relativement décentralisée, quoi. C'est amusant parce qu'effectivement, quand on parle d'applications décentralisées, et on le disait au début, on parle très vite de la DeFi, il y a d'autres choses qui sont des applications décentralisées, il n'y a pas que la finance décentralisée. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur Bitcoin? Il y a Bitcoin. Est-ce que tu en as cité quelques-uns d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres applications décentralisées aujourd'hui qui fonctionnent sur Bitcoin et qui pourraient fonctionner demain avec, comme le disait Julien, RGB, par exemple? Il y a déjà de Lightning. Donc il faudra définir ce qu'est un layer 2, tout ça c'est un spectre, mais moi je fais partie des gens qui considèrent que Lightning ça reste dans le champ de Bitcoin. Je le salue, il est probablement dans la salle, mais il y a LN Market pour des échanges, ça marche très très bien. Aujourd'hui les volumes sont une goutte d'eau par rapport à ce qu'il y a dans d'autres écosystèmes, mais c'est une preuve de quelque chose qui fonctionne. Et moi je préfère, si c'était l'occasion, faire un trade sur LN Market que sur n'importe quel échange centralisé. Et c'est quelque chose qu'il faut souhaiter développer. Aujourd'hui, moi, je trouve que quand même, le frein à toute cette adoption, il vient
non pas d'un conservatisme, mais d'une aversion au risque naturel qui a des bons côtés. Hein. C'est parce qu'il y a de l'aversion au risque qu'il y a moins de catastrophes comme il peut y avoir sur d'autres écosystèmes du côté du Bitcoin. Mais j'aimerais qu'à l'intérieur de la communauté de Bitcoin, il y ait plus cet esprit d'aller essayer des choses, d'aller tenter des choses. Aujourd'hui, et beaucoup de gens dans la salle rentrent dans cette catégorie, se disent Bitcoiners et le sont réellement, mais ont encore tout leur coin sur un échange centralisé. J'ai eu cette discussion avec beaucoup de gens depuis qu'on est arrivé hier après-midi, aujourd'hui pendant toute la journée. Beaucoup de gens sont Bitcoiners maximalistes, mais tout leur argent est sur Binance. Pour moi, ça pose un problème. Et ils ont un ledger, mais il est resté dans la boîte. Et j'ai le Phoenix Wallet dans mon truc. Hier, on est allé au restaurant, j'étais capable de payer ma note avec des coins Lightning Network si c'était une possibilité. Et pourtant, dans notre communauté, le cœur de groupe, on est à Surfing Bitcoin. Je trouve ça dommage qu'il y ait bien peu de personnes qui étaient dans cette possibilité-là. Parce qu'effectivement, la communauté est peut-être plus conservatrice ou a plus peur d'essayer des choses, c'est ce que tu disais par rapport à Ethereum pour le coup. Là, c'est en comparaison à ce qui se passe sur Ethereum. D'accord. Après, on n'est pas là pour parler. Oui, bien sûr, mais Mais j'aimerais plus d'aventure. Alors, juste pour apporter, peut-être qu'il y a une forme de conservatisme qui fait qu'on est plus frileux dans la communauté Bitcoin. C'est possible. Après, moi, de mon point de vue, je vois les choses un petit peu sous un angle un peu différent. Et je pense qu'il y a une limite aujourd'hui dans le monde de Bitcoin. Je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais on a un gros problème de manpower. Et moi, en tant que développeur, je le sens. Il y a trop de choses à faire, il y a trop peu de gens pour s'occuper de tout ce qu'il y a à faire. Et je pense que c'est peut-être un grand succès d'Ethereum par rapport à Bitcoin, c'est d'avoir même si parfois c'est un peu ridicule, on dit qu'il y a plus de développeurs que d'utilisateurs, et c'est pas forcément faux d'ailleurs, mais au moins il y a des développeurs. Mais c'est quelque chose que moi je sens. Voilà. En tant que développeur Bitcoin, je trouve qu'on manque de bras aujourd'hui. Et ça explique aussi peut-être au-delà de la frilosité qui existe, mais je pense que c'est un autre facteur qui rentre en compte aujourd'hui. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et même sur les questions de synergie, je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de Bitcoin qui sont sur AV, sur Ethereum, et beaucoup de gens dans la salle, et c'est un argument que j'entends parfaitement, me disent c'est pas des Bitcoins. Pourquoi ? Parce que effectivement, Bitcoin ne peut pas être sur Ethereum, ce n'est pas un token, etc. Et il y a une tokenisation qui se fait par une autorité qui est centralisée, qui s'appelle BitGo, et c'est sous la représentation WBTC, Wrap Bitcoin. Je préférerais une tokenisation qui est parfaitement décentralisée. Sauf que la capacité aujourd'hui de le faire du côté de Bitcoin, qui ait une adoption et qui ait un volume suffisant pour rendre ce cas d'usage concret du côté d'Ethereum, n'est pas atteinte. En fait, il y a une attente des deux côtés. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui séparent les communautés, mais je crois qu'il y a un ethos chez beaucoup de gens qui est en commun. Et je pense que des deux côtés, il y a un intérêt que Bitcoin se développe et puisse proposer de nouvelles choses. Puis la philosophie est un petit peu différente aussi entre les visions des communautés. Mais est-ce que d'un point de vue très technique, avec RGB, on pourrait avoir de la DeFi sur Bitcoin? Et est-ce que ça rencontrerait son public? Alors, oui, je pense sur la possibilité, clairement, ça sert à faire ça. Et c'est conçu pour. Et je pense qu'on y arrivera, même si ça prendra un petit peu de temps. La question du public, c'est une autre question. Et je pense que ça trouvera forcément son public. Enfin, il y a un public pour la DeFi. Ethereum, je vois pas pourquoi il y en aurait. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Je veux dire, c'est quelque chose qui est réellement souhaitable. Par exemple, RSK, ça existe. C'est une autre des solutions qu'on n'a pas encore citée, mais qui existe. Il existe de la DeFi sur RSK, Sovereign par exemple. Ils ont travaillé pour intégrer AV à un moment. Nous, on n'est pas maximaliste particulièrement. On serait très heureux d'être sur Bitcoin et sur un réseau Bitcoin. Et aujourd'hui, ça n'a pas rencontré en termes de volume son public. Mais on est dans un écosystème qui évolue et j'émets vraiment le souhait que les Bitcoiners utilisent leur blockchain, tout simplement. Après, moi je me dis, tu as ce que tu veux.
j'ai rarement vu autant de têtes bien faites et de gens passionnés et qui travaillent nuit et jour pour un truc qu'ils aiment que dans cet écosystème-là. Si tu n'as pas plus que ce que tu penses avoir aujourd'hui, est-ce que c'est parce que tu n'es pas capable de le faire ou c'est parce que tu n'en as pas envie ou pas besoin maintenant? Honnêtement, je me pose la question. Tu n'as peut-être pas besoin de beaucoup plus que ce que tu as pour le moment, sachant que tout ça, c'est quand même ultra jeune. Alors Bitcoin maintenant est plus vieux, mais Lightning, c'est quand même récent. Tu as quand même des trucs qui sortent sur Lightning. Mais Lightning, c'est plus vieux que la DeFi, par exemple. Ouais, ok. Mais moi, j'avais Eclair, c'est l'ancêtre du Phoenix Wallet de chez A5 sur mon téléphone avant d'avoir la moindre application DeFi. Oui, mais par moment, la défi, tu as l'impression que c'est un peu le nouveau truc de « tiens, venez, on vous vend un truc sympa et puis 6 mois après, tu n'as plus personne derrière ». Comme des vagues un peu précédentes de « regardez, j'ai un truc super à vous vendre, filez-moi du pognon et puis je me barre avec ». Vous n'allez pas énerver Mark Zeller, Laurent. Sinon, on s'en sort pas, il reste 13 minutes, attention. Non, mais il y a des effets de mode sur toutes les vagues technologiques, mais aujourd'hui, on a atteint une masse critique. Qu'est-ce que tu voudrais aujourd'hui, par exemple, de Moi, voir plus développé sur Bitcoin? Moi, aujourd'hui, je voudrais le protocole AV sur Bitcoin, nativement. Nous, on est déployé sur différents réseaux. On vient d'Ethereum Mainnet, mais on s'est déployé sur des sidechains, on se déploie sur des roll-ups, des layer 2. Mais je souhaiterais qu'un Bitcoiner puisse, depuis Bitcoin, une de ses représentations, on ne va pas rentrer trop dans les détails techniques, puisse utiliser AV nativement. Et je pense qu'on n'est pas si loin. Je pense que si Surfing Bitcoin dans 24 mois, on est réinvité, j'espère venir présenter AV sur Bitcoin. Est-ce que c'est quelque chose que les gens, par exemple, dans la salle, auraient envie d'avoir, par exemple, à ton Il y a sens? beaucoup de holders dans la salle et par définition, la défi est le meilleur ami des holders. On peut le demander. Est-ce qu'on peut allumer la salle et peut-être faire un lever de main pour voir un peu, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés pour voir AAV sur... Oui, il y a du monde. Mark Zeller a son fan club. Donc il y a une demande qui existe. Et clairement, moi je préférerais avoir... Merci. Et je comprends quand on me dit il n'y a pas des vrais bitcoins sur... Après c'est échangeable à un, bon, il y a tout un tas de choses, mais je préférerais avoir des bitcoins natifs. Est-ce que je peux remercier Julien pour son commentaire tout à l'heure, le vote c'est nul? Je te laisse, Marc. Là, t'étais lancé, là, c'était bien, là. Non, mais s'il y a un usage, de toute façon, et s'il y a une demande, il y aura un usage, il y a des use cases. Ça fait partie de l'écosystème au sens large. De toute façon, c'est un spectre, c'est chacun sa vision des choses, mais pour moi, il y a un ethos, et je pense que là où on peut se retrouver, c'est tous autour de cette table, c'est qu'on souhaite aller vers plus de décentralisation, moins de contrôle d'autorité centrale, et je pense que ça fait consensus. Ouais. Au-delà des petits combats comme ça. Et ça a toujours été le cas. Enfin, c'est clair, quand on discute, il n'y a aucun... on est assez aligné sur tous ces trucs-là, c'est clair. Et Sosthène, peut-être du coup, effectivement, tu as commencé à l'aborder tout à l'heure, Marc, sans vouloir trop rentrer dans les détails. Si on le fait un tout petit peu, tout ce qui serait RGB et la DeFi sur Bitcoin, est-ce que ça serait sur le layer 1, le layer 2, le layer 3? Julien en parlait tout à l'heure. Ça serait sur quoi qu'on ferait la DeFi? Ou les applications décentralisées, d'ailleurs? Alors, ce serait forcément du layer, layer 2, layer 3, voilà, c'est Julien, je pense, tout à l'heure, sur ces slides, a eu le bon réflexe, c'est-à-dire de ne pas dire layer 2 ou 3, de mettre layer supérieur à 1, parce qu'en fait, c'est exactement ça. Et ça se ferait forcément là-dessus. En fait, il y a une forme de spécialité, ça c'est... Voilà, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit tout à l'heure. Il y a une forme de spécialisation. Bitcoin, je pense qu'il ne faut pas... c'est ce que je disais tout à l'heure, Bitcoin, c'est juste... de la sécurité, c'est de la souveraineté, il y a des outils EXO, ils appartiennent aux utilisateurs, les utilisateurs ont un contrôle, et ça c'est quelque chose je pense qui est important, c'est si vous possédez un Bitcoin, c'est quelque chose que vous possédez d'une façon, et c'est assez contre-intuitif, plus pleine et entière que n'importe quel objet matériel que vous possédez en fait. Et je pense que ça c'est très bien en Layer 1, et on peut construire après, RGB c'est très agnostique en fait, vous pouvez faire, là on parle de DeFi, ou voilà, on pourrait faire, je sais pas, n'importe quoi. En fait, j'ai pas encore imaginé vraiment, parce que moi, je suis un peu le nez dans le guidon sur comment ça marche en bas, mais c'est complètement agnostique, en fait. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez après, quand RGB marchera, et si ça marche comme c'est prévu.
Parce que RGB effectivement apporte, et là on peut revenir sur ce que disait Julien, mais tous les smart contracts qui sont nativement sur Ethereum, c'est pour ça que vous étiez d'abord sur Ethereum, que vous êtes allé sur Avalanche, sur Polygon et tout, et que demain vous pourriez être sur Bitcoin. Je pense qu'il y a une vision qui est... tout est un spectre, mais comme il y a des valeurs communes, on se retrouve sur certaines choses, et cette idée qu'un layer 1, c'est un settlement, c'est là où, où on va aller chercher de la sécurité, et c'est là où ça a vocation à être utilisé pour là où il y a beaucoup de valeur ajoutée. Pour moi, ça n'a aucun sens de faire un NFT, par exemple, sur un layer 1, sauf si c'est une œuvre qui vaut 70 millions de dollars, comme il a pu être échangé. Est-ce que c'est une hype? Est-ce que ça vaut ça? Bon, c'est un autre débat, et ce sera une autre table ronde, j'imagine. Mais ça n'a aucun sens pour moi de faire des applications décentralisées sur un layer 1. Pour moi, ça sert à faire de l'ancrage, et que ce soit sur Bitcoin ou sur Ethereum, là où c'est clair dans la tête de 99,9% des Bitcoiners, c'est peut-être moins dans certains altcoins, mais il y a eu un débat qui a été fondateur dans la communauté Bitcoin qui a un peu tranché les choses là-dessus, et dans tous les cas, l'émergence des applications décentralisées, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, se fera de concert avec l'émergence des layers 2. On a un centre de gravité et autour gravitent des champs d'application. Donc aujourd'hui, ce qui pouvait ralentir effectivement les applications décentralisées qu'on connaît, c'était la technologie. Avec les différents layers, elle va arriver. Et s'il y a un cas d'usage, on en parlera un peu plus qu'aujourd'hui de ces applications décentralisées sur Bitcoin, d'après vous, du coup. Et ce qui est important pour moi, mais ce n'est que ma vision des choses, c'est que ça ira de concert avec l'adoption de ces layers 2. Moi, je trouve fortement dommage, Lightning Network est l'avenir du Bitcoin sur toute la dynamique de paiement. Ça n'a aucun sens de payer son café ou son repas avec Bitcoin directement sur le layer 1. On me dit parfois, les fees sont pas chères en ce moment, mais en même temps, ayons un peu d'ambition et croyons en Bitcoin. J'espère que les fees seront un petit peu plus chers dans le futur layer 1 Bitcoin. Et tout le monde dans la salle devrait avoir un wallet Lightning. Et d'ailleurs, je remercie les organisateurs avec cette fameuse tombola. Vous avez cette possibilité d'avoir 1000 sats, installez-le sur votre téléphone. Prenez cette habitude-là. Et quand vous travaillez et que vous utilisez des échanges centralisés, faut faire pression pour qu'ils adoptent le Lightning Network sur les dépôts, sur les retraits. Ça n'a pas de sens que ce soit aussi peu utilisé aujourd'hui. Lightning, certains disent que c'est nouveau, mais c'est plus vieux que la défi. S'il y a une adoption de notre côté pour tout un tas de raisons et peut-être pas la même aversion au risque, il n'y a aucune raison que Lightning ne soit pas la solution de facto pour 95% des échanges. Si tu échanges $1 million, je suis d'accord que tu utiliseras le layer 1, mais ça n'a aucun sens de le faire aujourd'hui. Et par l'adoption des layers 2, Lightning en tête, parce que c'est ce qui marche aujourd'hui, ce qui est bien développé, où il y a une infrastructure, d'autres solutions plus tard, par cette adoption, on pourra avoir des applications décentralisées qui prendront de l'essor parce qu'il y aura une base d'utilisateurs qui sera déjà présente. Aujourd'hui, cette base d'utilisateurs n'existe pas. Alors, on a des applications décentralisées sur Bitcoin qui existent, mais leur volume, leur base d'utilisateurs, ils ne peuvent pas rencontrer leur public parce que leur public n'est pas encore arrivé. Après, il y a des trucs qui sont loin développés. Moi, je vois, ça fait 2 ans et demi à peu près qu'on bosse avec Sphinx, Sphinx Chat, donc, qui alors fait une utilisation à laquelle on n'avait pas pensé avant potentiellement, qui est d'utiliser un protocole de paiement pour faire passer autre chose que du paiement, en faisant passer de la data. Donc nous, on bosse en partenariat depuis 2 ans et demi, et entre le moment où on a commencé à monter des machines pour eux et le moment où tu as des milliers d'utilisateurs maintenant, ben, ils ont pris vachement leur temps parce qu'ils se disent, attends, c'est foireux, il y a plein de paiements qui ne marchent pas, on ne peut pas aller trop vite, trop fort parce qu'on va perdre nos utilisateurs si ça se passe mal, etc. Il faut que LND se stabilise parce qu'ils sont sur LND. Ça ne se fait pas en un jour. Aujourd'hui, tu as un truc sympa, tu as plein de gens qui vont se dire c'est une mauvaise utilisation de Lightning. Mais c'est aussi la beauté du protocole. Enfin, les gens, ils développent ce qu'ils veulent, quoi. Après, tu utilises pas. Mais il faut donner le temps, je pense. Ouais. Et quand effectivement les technologies aideront la masse critique à arriver, c'est là où ça prendra tout son essor. On va prendre quelques questions et pendant que on va porter le micro, juste, est-ce que chacun, on en a parlé un peu, mais est-ce que vous pouvez tous les trois, nous donner
une application non décentralisée sur Bitcoin qui vous parle et qu'on pourrait la regarder après pour comprendre un peu comment ça marche. Marc? Moi, je refais de la pub et je le salue s'il est dans la salle, LN Market. C'est allez-y avec quelques satoshi, placez un trade, achetez, vendez. Vous verrez, c'est facile en fait. Je dirais pas la même chose, mais je suis d'accord. Je vais en donner une autre, histoire de... parce qu'il faut absolument refuser de faire du KYC, de l'AML et tout ça, parce que c'est bordélique. Moi, je viens de là en plus. Si vous voulez onboarder des gens sur Bitcoin, passez par BISC. Sur scène, tel dernier. Et c'est du layer 1. Non, mais... Ouais, alors c'est Très bon choix. après BISC et LN Market, là on a déjà couvert des choses assez intéressantes. Moi, ce que je dirais, c'est juste peut-être un petit mot, je pense qu'il y a des problématiques aussi peut-être sur Bitcoin aujourd'hui de privacy par exemple. Et du coup, je vais en parler. Alors, c'est pas vraiment une app décentralisée, mais c'est une que j'aime bien, c'est Join Market, qui permet de faire ce qu'on appelle des coin join, et elle est assez intéressante parce qu'elle permet de prendre aussi un rôle qu'on appelle le rôle de maker. Donc, c'est-à-dire de proposer, vous pouvez mettre, vous avez des outils EXO, vous les mettez dessus, et des gens qui ont besoin de mixer parce qu'ils ont besoin de faire des paiements, ils ont besoin de les anonymiser, ils vont utiliser en fait vos outils EXO, c'est automatique. Donc, c'est pas vraiment une application décentralisée, mais c'est quelque chose qui est construit par-dessus Bitcoin et qui est intéressant aussi, qui permet de décentraliser complètement le fait de faire des coin join, des mix de coins. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une ou deux questions ou plus? Ou plus. Ou plus. Allez, je viens t'apporter le micro. Merci beaucoup. En soi, j'avais deux petites questions, si j'ai le droit à un bonus. Ouais, super. Je vais les faire en entonnoir. D'abord, donc Marc, tu disais que effectivement, c'était dommage que on n'aille pas découvrir des choses, tu l'as formulé de cette façon, sur Bitcoin, et entre guillemets, sur ce que l'on fait sur Ethereum. Sosten, tu parlais de conservatisme. Ma question, c'est est-ce que le public cible de Bitcoin, donc, je rappelle rapidement le white paper de Satoshi Nakamoto, le lien originellement avec la crise de 2008, etc. Est-ce que le bitcoiner, justement, je rappelle aussi que 70% des bitcoins sont hold sur des wallets qui ne vendent pas, etc. Est-ce que on est vraiment, quand on est un bitcoiner, intéressé par l'aspect véhicule financier, rendement, ou simplement par l'esprit bankless qui est proposé originellement? Alors, ça va me permettre parce que là, quand j'écoute la question, ça me fait penser qu'il y a beaucoup plus de choses à dire là-dessus que ce qu'on a dit. En fait, je pense qu'il y a quelque chose sur l'utilisation. Qu'est-ce que les gens qui achètent des bitcoins aujourd'hui attendent exactement? Et je pense qu'il y a une espèce de courbe, et c'est quelque chose qui va prendre du temps. En fait, Bitcoin, c'est je ne sais plus si c'était Marc ou Laurent qui a dit ça tout à l'heure. Bitcoin, c'est de la monnaie libre, c'est de la monnaie qu'on peut utiliser librement. Et je pense que c'est pas évident parce que la liberté, on a un peu perdu l'habitude. Faut qu'on réapprenne un peu ça. Et pour les gens qui achètent des bitcoins aujourd'hui, peut-être leur objectif, c'est d'abord de se prémunir de l'inflation, c'est d'abord d'investir, voire de spéculer pour des gens qui sont dans un espace, un temps d'investissement un petit peu différent. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'il n'y a pas tellement aujourd'hui de besoin d'utilisation dans le sens de créer une vraie économie où on va faire de la DeFi, où on va peut-être dépenser les bitcoins pour faire une économie circulaire. Et c'est quelque chose qu'on va réapprendre, je pense, assez rapidement dans les mois et les années à venir. Toi, tu l'as dit, c'est pour tes enfants. Ouais, donc, moi, je considère que mes bitcoins appartiennent à mes petits-enfants. Mais comme tout le monde, j'ai parfois un loyer à payer, j'ai parfois des dépenses. Et je dépense du coup de la monnaie fiduciaire parce que c'est de la monnaie dont il fait bon de se débarrasser. Personne de cohérent qui a 10 € en Satoshi sur son wallet Lightning et 10 € en billets dans sa poche. Et donc vraiment cet équivalent serait bien malin de dépenser ces 10 € en Satoshi. Donc on préférera toujours se débarrasser de la mauvaise monnaie. La bonne monnaie se garde, la mauvaise se dépense. C'est bien connu. Et pour moi, du coup,
il n'y a aucune opposition dans ce qui est dit. C'est-à-dire que ces applications décentralisées sont dans la continuité de cette philosophie de Holder. C'est si on croit à la proposition de valeur de Bitcoin, et je pense qu'on est beaucoup dans la salle à le faire, ça tombe sur le sens d'être un holder, être dans du DCA et utiliser des services comme par exemple StackingSat ou d'autres pour convertir progressivement selon ses moyens sa monnaie fiduciaire sur de la vraie monnaie ou en tout cas de la monnaie libre. Et lorsqu'il y a des besoins de trésorerie qui peuvent arriver, bien sûr, utiliser ces bitcoins comme collatéral, notamment dans la finance décentralisée, pour en dégager de la monnaie fiduciaire et pouvoir ne pas se débarrasser de ces bitcoins. Où est l'opposition en fait? Bonjour. Bonjour. J'avais une question et déjà j'avais plusieurs remarques. Merci pour vos talks. Je pense que tout le monde croit en Bitcoin et au potentiel du Lightning. Enfin, c'est vraiment super intéressant et on continue à croire à la puissance de BTC. J'ai plusieurs questions et remarques. Je pense que vous avez dit pourquoi les personnes elles laissent sur les exchanges décentralisés. Parce que je pense que c'est le seul endroit où on peut avoir un retour sur investissement en plus de l'appréciation du prix du BTC. Donc c'est un argument. Aujourd'hui, il y a très peu de services décentralisés qui permettent d'échanger du BTC contre d'autres cryptos ou contre des fiat, ou alors c'est pas très connu ou trop technique. Et donc c'est pour ça que la majorité se proposait par des entreprises centralisées. Le Lightning, c'est vrai qu'il y a, comme vous l'avez dit, il y a un problème de sécurité potentielle et il n'y a pas de DeFi. Et je me pose une question, vraiment en tant que newbie, c'est là on voit qu'Ethereum est passé sur du Proof of Stake. Comment faire en fait de la DeFi sans Proof of Stake? On connaît le dilemme de sécurité, de mise à l'échelle et de décentralisation. Et j'ai plein d'autres remarques, mais juste une dernière question. Vous avez dit qu'il n'y a pas assez de développeurs dans la communauté Bitcoin. Et la communauté, je sais que c'est très important et la vitesse à laquelle évolue ETH par rapport à BTC, par exemple, j'ai l'impression que c'est un peu plus lent. Et avant, j'avais plus de BTC que d'ETH. Maintenant, c'est l'inverse. Est-ce que vous pensez que BTC va superformer ETH? Et si oui, quand? Merci beaucoup. Alors, les conseils en investissement, on va mettre ça de côté. Donc, merci de la question. Et je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Mais sur la question des applications décentralisées pour apporter un rendement, moi je déplore qu'on utilise encore aujourd'hui en 2021 des solutions qui sont centralisées, dans le sens où ça appartient à des sociétés qui sont sous le contrôle d'une seule entité et du coup il y a un bouton où on peut appuyer et prendre les fonds potentiellement des utilisateurs. Il y a eu des cas dans le passé, il y aura des cas dans l'avenir. Ça ne veut pas dire que la finance décentralisée, notamment sur Ethereum, n'est pas hackable. Il y a eu de nombreux... je vous invite à lire le média indépendant Rect sur ces questions, rect.news, qui font un peu la liste de tout ce qui se passe. Et il y en a pour des centaines et des centaines de millions. Le risque existe, de toute façon. Mais je préfère... Disons qu'il y a une échelle, c'est un spectre. Il y a la finance totalement centralisée qui est dans ce que je préfère le moins. Il y a ce qui existe aujourd'hui avec la technologie qui est disponible sur Ethereum pour ces bitcoins. Et j'invite, et ça a été un des sujets de la table ronde, j'espère que dans Surfing Bitcoin, dans 24 mois, je vous présenterai une finance décentralisée sur Bitcoin. Je pense qu'il y a un ethos qui est commun de toute façon. Juste celui qui donne ses clés Bitcoin à quelqu'un d'autre pour avoir une surperformance par rapport à ce que Bitcoin apporte déjà, à mon avis, il fait une grosse bêtise. On va prendre une toute dernière question, du coup. Bonjour, mais du coup, j'ai eu un peu la même question. Si on ne développe pas sur les applications pour le Bitcoin dans 5 ans ou dans 10 ans, la valeur sera perdue peut-être, non? Si on ne le dépense pas, si on ne développe pas et si on fait tout hold. Et il y a Ethereum, il y a l'autre protocole qui se développe et qui vont avoir plus les choses utiles pour tout le monde. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça personnellement, mais c'est un argument qui est recevable. Moi, je pense que Bitcoin, sur son layer 1, en termes de réserve de valeur, c'est une question de consensus. De toute façon, tout ce qui a de la valeur est une construction sociale. C'est un contrat social entre différents acteurs de la société. Et je pense que Bitcoin, aujourd'hui, a le consensus, de manière générale,
comme étant la blockchain la plus sécurisée, la blockchain la plus longue, ça c'est un fait, hein, c'est là où il y a le plus de hash rate, ça c'est un fait également. Et certes, même s'il n'y avait pas des layer 2 avec une activité économique, des applications décentralisées, etc., sur ce use case qui est de réserve de valeur, je ne vois pas l'intérêt, ou en tout cas j'ai du mal à envisager qu'un autre actif, et pourtant beaucoup ont essayé, hein, c'est pas les actifs à la mode actuellement qui ont commencé à vouloir prendre un petit peu, on fait Bitcoin en mieux, et on sait comment ça s'est passé dans 99,9% des cas. Je pense que même s'il n'y avait pas d'adoption massive du Lightning Network, que RGB ça restait de la recherche et quelque chose pour quelques personnes, bah, il y aurait quand même de la valeur de Bitcoin, et pour moi il y aurait une valeur intrinsèque sur le protocole Bitcoin et donc sur les Bitcoins en soi. Super, merci Marc. Juste Sosten, est-ce que tu peux répéter le protocole que tu as conseillé tout à l'heure sur la finance, enfin sur les applications décentralisées sur Bitcoin, parce que a priori il y en a quelques-uns dans la salle qui ne l'ont pas entendu, donc si tu peux juste le redonner. Oui, tout à l'heure je parlais de Join Market, qui fait des coin join, voilà, ce qui permet de faire des coin join. Super, merci beaucoup. Excusez-moi, Laurent, Sosten, il y a une question, on attend depuis un petit moment, mais c'était une question pour Marc qui a parlé de AAV sur le Bitcoin. Donc on voit qu'aujourd'hui AAV est un protocole décentralisé qui accepte deux blockchains, donc Ethereum et Polygon. On a également Avalanche qui arrive, donc félicitations pour ça déjà. Mais ce sont des blockchains d'infrastructure, ça veut dire qu'on peut prendre un prêt dessus, par exemple en mettant nos Ethers en collatéral, en mettant nos Matic en collatéral, nos DAI en collatéral. Or, le Bitcoin n'est pas une blockchain d'infrastructure. Aujourd'hui, le seul moyen de prendre un prêt avec le Bitcoin, c'est de le mettre sur une plateforme centralisée comme Nexo, par exemple. Ou BitGo qui fait de la tokenisation, qui est un custodian. Et ce sont des points de centralisation qui sont, pour moi, une solution qui est... Enfin, tout le monde acceptera que c'est une solution imparfaite. On préférerait avoir une tokenisation peut-être sur d'autres réseaux, mais directement sur Bitcoin, peut-être encore à plus long terme. Mais aujourd'hui, le layer 1 n'est pas fait pour ça. Mais pour moi, le layer 1 est un centre de gravité dont le use case est d'être une réserve de valeur, un settlement de valeur. Mais ça n'a pas de sens pour moi de faire AV sur le layer 1. Je pense que ça, on l'a déjà abordé dans la table ronde. Mais j'appelle de mes voeux, et je pense que c'est une réalité qui prendra le temps que ça prendra, mais qui arrivera un jour où on aura AV sur un réseau qui viendra s'ancrer sur le layer 1 de Bitcoin d'une manière ou d'une autre. Et on aura le beurre et l'argent du beurre, entre guillemets, puisqu'on sera plus proche dans ce spectre des choses vers plus de décentralisation, plus de liberté, plus de contrôle de son argent. L'idée, c'est de reprendre le contrôle de notre argent, c'est tout le bénéfice de Bitcoin et de la technologie en général, c'est rendre aux gens la propriété de leur argent. Super, merci beaucoup. Marc, Sosten, Laurent, si vous voulez les embêter dès qu'ils vont sortir, vous pourrez les retrouver de toute façon sur les 2 jours et lancer des marques, des offres un peu à marque, il ne faut pas oublier quand même l'essentiel. Merci beaucoup messieurs, et on va laisser la parole à Gilles pour les vecteurs d'attaque sur Bitcoin. On en parlait, c'est le plus sûr, il va nous en parler. Merci beaucoup.